Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager mon bilan du Cold Winter Challenge. Alors, si vous ne connaissez pas, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui est organisé par Elise de la chaîne A Book and a Cup. Comme tous les challenges littéraires, vous avez des menus avec des sous-catégories et des mots-clés pour faire rentrer des livres et essayer de lire le maximum de livres possible en rapport avec ces mots-clés-là. C'est un challenge qui normalement s'étend sur 2 mois, décembre et janvier, mais comme j'aime bien me faire des piles à lire saisonnières, vous l'avez peut-être vu dans mes vlogs, moi je l'ai fait durer jusqu'à fin février. J'ai donc fait de très belles lectures durant ces 3 mois et j'avais un petit peu envie de revenir dessus avec vous. J'en profite pour vous parler un petit peu de mon système de notation, puisqu'on n'a encore jamais fait de bilan de lecture sur la chaîne. Alors personnellement, je note sur 5, 5 étant la meilleure note, 0 étant bien sûr la pire note. Vous verrez que j'ai le 5 étoiles assez facile, mais je fais quand même une différence entre les livres que je note 5 étoiles et les coups de cœur. Voilà, un livre peut être 5 étoiles parce que je n'ai rien à lui reprocher, j'ai trouvé que tout était super, mais je n'ai quand même pas eu de coup de cœur. Ça vous donne un petit peu une idée de mon système de notation. Je pense que cette intro est déjà bien assez longue, donc on va y aller tout de suite avec le bilan. Le premier menu, il s'appelait In the Dead of Winter, et pour la première sous-catégorie, Greetings of Krampus, on avait les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque. Pour cette première sous-catégorie, j'ai choisi de lire La guerre du pavot de R.F. Kuang, publié ici chez De Saxus. C'est donc le premier tome de sa trilogie éponyme. Dans ce tome, on va suivre Rin, jeune orpheline promise à un mariage forcé, qui décide de tenter l'examen pour rejoindre l'académie militaire la plus prestigieuse du pays pour pouvoir justement échapper à ce mariage. Contre toute attente, elle réussit et la voilà donc propulsée à la capitale, où elle rentre à l'académie militaire, où elle sera bien sûr rejetée de tous puisque c'est une orpheline, qu'elle n'est pas formée aux arts de la guerre comme le sont les autres, qui sont principalement des bourgeois, des nobles, qui ont l'habitude qui sont promis à cet avenir depuis toujours. Néanmoins, elle s'en sort extrêmement bien, elle montre des prédispositions au chamanisme contre toute attente. Et alors que leurs années de formation s'achèvent, une nouvelle guerre du pavot éclate et Rin sera prête à tout pour faire triompher son pays. Je vais reposer parce que c'est un petit peu lourd. Alors j'ai beaucoup aimé cette proposition de R.F. Kuang, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. J'ai notamment beaucoup aimé la première partie, l'apprentissage de Rin dans l'académie militaire. Il y a voilà, cette ambiance un petit peu école, il y a le côté apprentissage, la rivalité, etc. Et j'ai trouvé que c'était un très bon prétexte pour R.F. Kuang pour mettre en place son univers, puisque lorsque Rin apprend l'histoire de son pays, qu'elle apprend l'histoire des arts martiaux, etc., on en sait, nous, un petit peu plus sur l'univers qu'elle est en train de construire et les choses qu'elle essaye de mettre en place. Néanmoins, j'ai trouvé que la trame narrative de cette première partie était assez classique. On a une héroïne qui de prime abord est rejetée puisque elle n'appartient pas à la même classe sociale que les autres élèves de l'académie. Il y a l'intervention d'un adjuvant qui lui sera sincèrement dévoué tout au long de ses études. On va avoir un ennemi qui, on le sent venir, deviendra un ami par la suite. Et puis on va avoir le fameux professeur qui va la prendre sous son aile. Je trouve qu'on est voilà, dans une trame narrative qui est assez redondante dans les textes fantasy fantastiques. Et en fait, à partir de la deuxième partie, quand la guerre du pavot éclate, la distribution des rôles est un petit peu plus subtile et la trame narrative est modifiée, le rythme aussi de l'écriture est modifié. On a une écriture qui va être un petit peu plus chaotique, avec parfois des longueurs, avec parfois des retournements de situation, des choses qu'on n'avait pas vu venir. Et j'ai bien aimé être bousculée à partir de cette deuxième partie. Alors je tiens quand même à préciser qu'il y a des trigger warnings sur cette histoire. Il y a notamment 2 passages, je dirais à peu près aux 2/3 du livre, qui sont assez désagréables, qui confèrent presque à la curiosité morbide, qui moi m'ont mise très mal à l'aise et qui, je pense, ont fait que ma note n'excède pas 4,5 sur 5. Parce que voilà, ça m'a vraiment mis un peu mal et je vous invite, si vous êtes intéressé par cette histoire, à lire les trigger warnings présents au tout début, dans la toute première page,
voilà, si vous ne vous sentez pas, n'allez pas plus loin. Ça ne dure pas très longtemps, mais il faut savoir quand même que c'est là parce que ça peut affecter. Malgré ça, j'ai trouvé que l'écriture de R.F. Kuang était très immersive. L'univers est dense. Évidemment, c'est une fantaisie, mais j'ai trouvé qu'il était très abordable. Il n'est pas aussi dense, par exemple, que l'univers de Game of Thrones, où on a énormément de personnages, où on a énormément de lieux. Là, on arrive quand même beaucoup plus à s'y retrouver. On a des personnages qui sont quand même récurrents, des lieux qui sont quand même récurrents, et notre héroïne principale qui est Rin. J'ai trouvé que la fin était parfaite. Elle conclut très bien le premier tome, tout en donnant envie de lire le second tome. C'est-à-dire que ça ne finit pas sur un cliffhanger où on te dit « Waouh, il me faut tout de suite le deuxième tome », mais quand même, on a d'autres intrigues qui se profilent et on a envie de lire la suite. En tout cas, moi, je lirai la suite avec grand plaisir. Elle est déjà dans ma pile à lire, je pense que je vous l'ai présentée dans mon book haul de décembre et janvier qui est déjà paru au moment où je vous tourne cette vidéo. Et puis dans cette sous-catégorie, j'ai également lu le tome 9 de L'Auréole Olympus de Rachel Smith, publié ici chez Hugo BD. Alors vous le savez, L'Auréole Olympus, c'est ma saga chouchou, je vous en ai parlé déjà plein de fois. Là on est sur un tome 9, donc je ne vais pas vous refaire tout le résumé de l'histoire. On est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone à la sauce moderne, puisque nos dieux sur l'Olympe, ils ont des téléphones portables, ils ont accès à internet, ils ont des cartes bancaires. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et puis il y a des sujets de société, notamment le sujet du consentement. Je ne vous spoile rien, c'est indiqué dès le premier volume et c'est un petit peu la toile de fond aussi de notre histoire, en plus de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Et puis bien sûr, il y a des rivalités entre les dieux, il y a toute l'histoire qu'il y a eu entre les dieux et les titans. Voilà, c'est un univers qui est foisonnant, qui reprend plein de côtés, plein de facettes de la mythologie. Moi, je m'éclate avec cette saga, c'est vraiment un doudou pour moi, j'adore ça, je trouve ça hyper addictif, je me régale, donc là, ça n'a pas fait exception à la règle, je me suis également régalée avec ce tome 9. Et voilà, je vous recommande encore une fois cette saga. Je lui ai mis, je crois, un 5 sur 5 parce que, voilà, j'adore. J'adore. J'ai pas d'autres mots, j'adore. La sous-catégorie suivante s'appelait Un cœur de glace, froid et insensible. Et les mots-clés étaient magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Alors pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Médée de Rosie Hewlett, publié aux éditions Hauteville. Je vous mettrai une petite image par là. C'est un roman que je n'ai pas en ma possession actuellement parce que je l'ai déjà prêté. C'est un roman qui a été pour moi un coup de cœur. Alors cette histoire, elle reprend le mythe de Jason et de la Toison d'Or, et plus particulièrement l'intervention de Médée dans toute cette histoire. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est le parti pris de Rosie Hewlett de mettre Médée au premier plan, puisque traditionnellement, la mythologie est racontée par des hommes, généralement à destination des hommes, et donc forcément, les héros sont au premier plan des histoires, et notamment dans l'histoire de Jason et la Toison d'Or, on parle beaucoup de Jason, et Médée est principalement réduite à la méchante sorcière, et là, on donne l'occasion à Médée de pouvoir, entre guillemets, justifier de ses actes. Alors moi, le mythe de Jason et de la Toison d'Or, c'est un mythe qui remonte à très loin dans mes années d'études, donc je n'avais quasiment aucun souvenir de cette histoire. Alors pour rappel, Jason il s'est fait voler le trône par son oncle, qui lui promet de lui rendre si jamais il récupère la Toison d'Or qui est retenue par le père de Médée. Jason il va donc constituer une équipe de héros qu'il appellera les Argonautes et avec lesquels il partira à bord de l'Argo pour récupérer la Toison d'Or sur l'île sur laquelle vit Médée. Et puis dans la version originale, les dieux font tomber amoureuse Médée de Jason. Elle qui a des prédispositions pour la magie va donc l'aider à décrocher la Toison d'Or et à retrouver le trône. Mais là où Rosie Hewlett prend un autre tournant, c'est qu'en racontant l'histoire du point de vue de Médée, l'intervention divine n'est absolument pas présente. On dirait donc que Médée et Jason tombent amoureux naturellement l'un de l'autre. Dans cette histoire, Médée, elle n'a qu'une envie, c'est quitter son île, quitter ce roi tyrannique, ce père tyrannique, qui tantôt l'enferme, tantôt se sert d'elle pour ses pouvoirs. Elle a un frère qui est détestable au possible, qui lui en fait voir de toutes les couleurs également. Et donc cette pauvre Médée, quand elle voit Jason, elle y voit avant tout une opportunité de pouvoir s'enfuir de là. Elle se dit que si elle l'aide, il l'emmènera avec lui sur son bateau et la délivrera de ses problèmes. Alors Jason, il accepte, parce que Jason, il est plus que tout dévoré par l'ambition et par l'envie de retrouver son trône.
Et nos deux héros semblent se battre contre vents et marées pour arriver à leur fin. Alors bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Si vous connaissez le mythe original, vous savez que la relation entre Médée et Jason va vraiment dégénérer. Vous savez que Médée va commettre des actes totalement irréparables au nom de son amour pour Jason. Et c'est quelque chose qui est parfaitement bien retranscrit par Rosie Hewlett dans ce livre, je trouve. On a une tension tout au long du récit. On sait qu'à un moment donné, les choses vont très mal finir, mais on ne sait pas quand. Comme je vous le disais, moi j'avais la chance, entre guillemets, de redécouvrir ce mythe puisque j'avais tout oublié. Et j'ai été tenue en haleine de A à Z. Voilà, cette tension tout au long, je me disais mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose de terrible? On le sent venir, on le voit, on le ressent au plus profond de nous, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien mené par l'autrice. Il faut savoir qu'elle a fait des études de grec, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle connaît son sujet et elle maîtrise le mythe parfaitement. Et c'est extrêmement bien retranscrit. Je me suis renseignée par la suite sur le mythe originel, etc. Donc elle n'a quasiment rien changé, elle n'a rien modernisé. On est très fidèle, si ce n'est que l'écriture, bien sûr, est beaucoup plus fluide qu'une œuvre classique grecque que l'on peut lire en traduction, etc. Le fait que les dieux n'aient aucune intervention dans la relation entre Jason et Médée rend le récit beaucoup plus humain. On a l'impression d'être dans une histoire d'amour, d'assister en fait à la déchéance d'un couple qui fait des concessions d'un côté comme de l'autre et qui finit à un moment donné par se déchirer. On a également une image de Jason qui est quasiment détestable. Il est dévoré par l'ambition et il est prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à complètement écraser Médée, quitte à écraser tout sur son passage. Et Médée, finalement, on a l'impression que tout ce qu'elle fait, elle le fait par amour pour Jason. Elle le fait parce qu'elle l'aime, mais également parce qu'elle est sous emprise. Donc c'est intéressant, cette dynamique entre les deux personnages. C'est dans cette dynamique-là que Rosie Hewlett rapporte finalement de la modernité, parce que sans cette intervention divine, on a vraiment l'impression d'assister à la déchéance d'un couple. Alors bien sûr, on n'excuse jamais les actes de Médée puisqu'ils sont atroces, néanmoins, ça nous permet de les justifier d'une certaine manière, de comprendre là où effectivement la mythologie peut-être plus brute ne nous permettait pas de la comprendre. Et puis Rosie Hewlett, elle donne aussi une fin au personnage de Médée, une fin peut-être un peu plus jolie que ce qu'on pourrait penser, parce que la fin du personnage de Médée est finalement assez obscure quand on regarde les textes mythologiques traditionnels, etc. On ne sait pas trop ce qu'elle devient après toutes ces histoires et après sa vengeance en fait sur Jason. Puisque c'est aussi ça, cette histoire, c'est une histoire de vengeance, c'est un female rage. Médée, au début du récit, elle est assez jeune, et puis après, elle prend en âge, elle prend en maturité. C'est assez difficile de la voir jeune, de la voir sous emprise, de la voir ne pas savoir se défendre face à Jason. Et puis finalement, elle finit vraiment par s'émanciper. Alors, s'émanciper, bien sûr, d'une manière extrêmement douloureuse, extrêmement difficile, puisque comme je le disais, elle commet des actes qui sont vraiment atroces. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire de vengeance et finalement, la fin qui est attribuée à Médée est quand même voilà, porteuse d'espoir pour ce personnage et donne l'impression qu'elle a réussi quand même à surmonter un petit peu ses épreuves et à trouver enfin la paix intérieure. Voilà, pour moi ça a été vraiment une excellente lecture que je vous recommande de découvrir. Je n'en avais jamais entendu parler sur les réseaux sociaux de ce livre. Moi je l'ai découvert quand il est sorti fin 2024. Je l'avais reçu pour Noël parce qu'il était sur ma wishlist et j'ai été vraiment très contente de le découvrir cette année. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'était le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, qui avait pour mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié ici aux éditions Big Bang. Alors on est sur une fantasy young adulte et on va suivre le personnage d'Elisabeth qui est apprentie dans une bibliothèque un petit peu spéciale puisque les livres qu'elle renferme sont des grimoires écrits par des sorciers et qui sont donc, on va dire, animés.
Ces grimoires, ils peuvent se transformer en démons et devenir extrêmement nuisibles pour la population environnante. Quand je dis extrêmement nuisible, c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'ils vont tout détruire sur leur passage, faire des morts, etc. Donc il est très important que ces bibliothèques veillent sur ces grimoires et les conservent avec toutes les précautions nécessaires pour qu'ils évitent de se transformer en démons. On a également des sorciers dans cet univers qui se rendent effectivement dans ces bibliothèques pour consulter les grimoires et s'en servir pour alimenter leur magie. Tout bascule le jour où Elisabeth surprend un grimoire qui se transforme en démon, elle le combat, et en fait c'est elle qui est accusée d'avoir réveillé ce grimoire alors que pourtant elle a sauvé la population, et elle est envoyée du coup chez les sorciers pour être jugée sur le réveil de ce grimoire en question. Voilà un petit peu le résumé de notre histoire, sans trop vous en dévoiler. Alors j'ai un avis un petit peu mitigé sur ce livre-là, je pense que vous l'aurez vu si vous avez vu mon premier vlog. J'ai eu du mal à rentrer dans l'univers, j'ai eu du mal à comprendre tous les enjeux de l'histoire, c'était pas très clair. Je trouvais que la mise en place de l'univers était un petit peu rapide, et du coup je n'arrivais pas à comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. J'ai trouvé que les personnages également manquaient un petit peu de relief. Alors je sais que je ne suis pas forcément le public cible, c'est vraiment une fantaisie jeunesse, young adulte, je dirais peut-être à partir de 13 ans. Mais d'habitude ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Et là pour autant, je me suis sentie totalement perdue dans cet univers. Voilà, je ne comprenais pas, comme je le disais, les tenants et les aboutissants. Et puis je trouvais que c'était quand même assez plat. À un moment donné, j'ai cru que l'intrigue allait vraiment devenir haletante. Notre personnage, Elisabeth, elle se retrouve un peu prise au piège et on se demande comment elle va s'en sortir, et on a des révélations, et donc on se demande voilà comment elle va réussir à se sortir de tout ça. Il y a eu aussi à un moment donné des petites réflexions féministes que j'ai trouvées assez intéressantes. Mais globalement, pour moi, ça manquait de profondeur. On est sur du divertissement. Voilà, il n'y a pas de message derrière un peu plus profond que ça. Et vous le savez, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais quand je lis du jeunesse ou du young adulte, j'aime bien qu'il y ait un message un petit peu plus profond derrière, quelque chose qui fasse réfléchir les jeunes sur un sujet de société ou autre, même sous couvert d'une fantaisie, d'une dystopie ou voilà, du fantastique, etc. Et là, c'est pas forcément ce que j'ai retrouvé, donc on va dire que je me suis un petit peu ennuyée, puisque effectivement, je ne suis pas le public cible, et en plus, il n'y a pas de message que je trouve un petit peu impactant pour la jeunesse. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu lent, on n'arrive pas trop à se positionner entre de la fantaisie, entre de la romantaisie. Voilà, ce n'est pas mauvais, mais en tout cas, je ne pense pas être le public cible, encore une fois. Pour moi, c'est un 3. Ça n'a pas été un mauvais moment de lecture, mais ça n'a pas non plus été un excellent moment de lecture. Alors, dans cette sous-catégorie, j'ai également lu Morgane de Stéphane Fer et Simon Konsara, publié ici aux éditions Delcourt. Alors, ce livre, vous l'avez déjà vu si vous avez vu mon vlog lecture. Je crois que c'était le premier, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est sur une réécriture des légendes arthuriennes du point de vue de Morgane. J'ai beaucoup aimé cette proposition. Il y a des réflexions féministes puisque Morgane est la fille légitime du roi Gorlé et de la reine Ygraine, et qu'elle est donc promise au trône de Tintagel. Sauf que, comme chacun sait, dans la légende du roi Arthur, le roi Uther Pendragon se fait passer pour le mari d'Ygraine grâce à un sort de Merlin, et couche avec la reine, et du coup l'enfant Arthur viendra au monde de cette union. Donc comme je le disais, il y a énormément de réflexions féministes, puisque outre le fait que Arthur arrive et qu'il est promis au trône de Bretagne, il y a également, bien avant la naissance d'Arthur, des réflexions qui sont faites à Morgane sur son incapacité à gouverner, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a également question de la religion, ce qui est assez courant dans les réécritures des légendes arthuriennes, puisque on sait que cette légende fait un petit peu le lien entre les anciennes traditions païennes et la religion chrétienne. J'ai trouvé que c'était très bien amené. Voilà, le personnage de Morgane, qui est souvent décrit comme la fée Morgane, un petit peu en opposition avec la gentille dame du lac, eh bien, est un peu plus voilà, porté sur les religions païennes, et va se servir finalement de ces religions païennes pour assouvir sa vengeance. Parce qu'évidemment, c'est une histoire de vengeance. Morgane, comme je vous le disais, elle est promise au trône et elle voit d'un très mauvais œil que quelqu'un d'autre, en l'occurrence
Arthur vienne lui voler son trône. Et puis on a aussi le personnage de Merlin, qui est un personnage plutôt gris, je dirais, un petit peu à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de le voir, puisque d'habitude c'est un personnage plutôt sympathique, qui vient en aide à Arthur. Là on a un personnage qui est beaucoup plus nuancé et qui sert des intérêts qui ne sont propres qu'à lui-même finalement. Ça a été voilà, une réécriture que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup les dessins de Stéphane Fern, vous le savez. Je trouve qu'il met très bien en valeur les femmes et je trouve que cet ouvrage met très bien en valeur Morgane. Je lui ai mis la note de 5. J'ai adoré, vraiment, ça a été super. La quatrième sous-catégorie de ce menu s'appelle Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Et les mots-clés étaient maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Alors pour cette sous-catégorie, j'ai lu La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman, illustré par Chris Riddell et publié ici aux éditions Albin Michel. Donc on est sur une réécriture de La Belle au bois dormant avec un mix un petit peu je dirais, puisque donc on a ce personnage de La Belle au bois dormant qui dort avec un royaume qui est endormi et le mal en fait se propage aux autres royaumes et la reine d'un des royaumes voisins a connaissance de ce fléau-là et cette reine n'est autre que Blanche-Neige. Donc on a aussi une réinterprétation de Blanche-Neige. Elle est avertie par 3 nains. Et en fait c'est intéressant puisque elle est reine seule, elle doit se marier, mais au moment où se passe l'histoire, elle est seule. Et je trouve que c'est intéressant puisqu'il n'y est jamais fait mention d'un prince charmant qui serait venu la réveiller de son sortilège. Donc on a un peu ce côté guerrière, badass de Blanche-Neige qui part du coup réveiller cette belle endormie avec pour objectif effectivement de protéger son royaume. Alors j'ai beaucoup aimé cette proposition de Neil Gaiman. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que, comme toujours avec Neil Gaiman, j'ai toujours l'impression de passer un petit peu à côté. J'ai l'impression qu'il veut nous délivrer un message et c'est un message que je ne comprends pas toujours. Je suis forcée de l'admettre. C'est un petit peu le constat que je fais avec la plupart des livres que je lis de Neil Gaiman. Alors on retrouve un petit peu un côté creepy comme on va avoir un peu dans Coraline, puisque les personnes endormies là dans ces villages ont un petit côté zombie un peu flippant. Alors rassurez-vous, c'est écrit comme un conte. D'ailleurs on le voit hein, dans la mise en page, on a généralement une page de texte et puis une illustration. Les illustrations sont vraiment très belles comme ça, au stylo de Chris Riddell, je les ai trouvées vraiment superbes. Mais voilà, on a gardé ce côté un petit peu flippant, cruel qu'on retrouve dans les contes finalement, avec voilà, ces personnages-là qui ressemblent un petit peu à des zombies, qui ont tendance un peu à se réveiller, à se tourner vers la reine pour essayer de protéger cette belle endormie. Et puis on a un final que j'ai trouvé totalement inattendu et qui m'a beaucoup plu. C'est une lecture vraiment que je recommande, que j'ai beaucoup appréciée, même si quand même il me manque un petit truc. Voilà, pour avoir un coup de cœur, on va dire. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule La chute du roi Hou et elle a comme mots-clés combat, cycle, changement, mort, fée, royauté. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Before I Fall de Lorraine Oliver, publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va suivre Samantha, qui décède dans un accident de voiture et qui se voit offrir une seconde chance, entre guillemets. Elle va revivre le dernier jour de sa vie et peut-être pouvoir changer quelque chose pour empêcher ce terrible accident. Alors je vous avoue que j'avais quelques appréhensions sur ce livre au départ, parce que je ne suis pas tellement fan des livres qui reprennent, ou des histoires en général, qui reprennent cette idée de jour sans fin, qui recommence à l'infini, etc. C'est quelque chose qui a tendance plutôt à m'ennuyer. Mais alors là, je ne me suis pas du tout ennuyée. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. J'ai vraiment adoré cette proposition. J'ai trouvé que l'autrice s'en sortait très bien avec ce thème qu'elle avait mis en place de revivre cette journée en boucle. Elle nous montre parfaitement comment un petit détail peut changer toute une journée. Et puis, un peu à l'instar de 13 Reasons Why à l'époque, ce roman est hyper réaliste et pose des questions sur des sujets de société vécus par les adolescents.
Donc il y est notamment question de la popularité, il y est question du rapport à l'alcool, il y est question de la perte de sa virginité. Voilà, tous ces sujets-là qui touchent les adolescents. Samantha et sa bande de copines, elles sont un petit peu les pestes du lycée puisqu'elles sont ultra populaires et en fait elles en profitent, elles jouent de cette popularité pour rabaisser ceux qui ne sont pas entre guillemets dans leur standard. Et puis Samantha, elle va se rendre compte en revivant plusieurs fois cette journée que les actions qu'elle a avec ses amis ne sont vraiment pas louables. C'est un roman qui va questionner les adolescents sur la quête de popularité. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour être populaire. C'est un roman qui va les questionner également sur les conséquences de leurs actes, les conséquences que ça peut avoir pour eux, les conséquences que ça peut avoir pour les autres. Il rappelle également à quel point la vie peut être courte et comment on peut envisager les choses sous un autre angle quand elle est sur le point de s'éteindre. Voilà, c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant, très intelligent, à la fois dans sa construction et à la fois dans les thèmes qu'il aborde. Également dans cette sous-catégorie que je n'ai pas en ma possession, mais que je vous mettrai quelque part par là, j'ai lu Les Enfants de la Résistance, le tome 1 qui s'appelle Premières Actions, de Benoît Herse et Vincent Dugommier. Ça fait très longtemps que j'essaye de lire le premier tome de cette BD, sauf que dans ma médiathèque, il n'est jamais disponible. Je crois que cette saga a vraiment un succès fou. Et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus, j'ai donc pu le lire. Je vous avoue que j'avais un peu d'appréhension avant de lire ce livre, j'avais peur qu'il enjolive une partie de l'histoire qui est quand même un petit peu sombre et un petit peu plus nuancée que ce qu'on voudrait bien nous faire croire parfois. Je rappelle que le titre est quand même Les Enfants de la Résistance et que on a souvent tendance à oublier dans la mémoire collective que le passé français n'est pas fait que de la résistance et je trouve que c'est quand même important de ne pas l'oublier. Et j'avais peur justement voilà, de retrouver une version un petit peu biaisée à l'intérieur de ce livre et en fait pas du tout. Vraiment je me suis régalée, je lui ai mis la note de 5 sur 5, pour moi ça a été un coup de cœur. C'est un jeunesse qui est intelligent, qui reprend tous les aspects de cette guerre, alors adapté à la jeunesse, hein, on s'entend, mais en tout cas, il a des réflexions, il ne parle pas uniquement de la résistance, on a des réflexions effectivement sur d'autres aspects de la guerre, de l'occupation, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il ne faut pas oublier que dans un conflit, tout le monde n'est pas pour ou contre, tout le monde n'est pas noir ou blanc. Et voilà, c'était important pour moi de nuancer ce propos-là et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien retranscrit dans cette BD. J'ai trouvé que c'était très accessible pour les jeunes, que c'était très rythmé, on a vraiment envie de tourner les pages, de connaître la suite de l'histoire et je pense que je lirai effectivement la suite aussi de cette saga. Alors j'ai du mal, comme je le disais, à mettre la main dessus en médiathèque, mais peut-être que je me la procurerai parce que mon mari a lu le premier tome et il a beaucoup aimé aussi et j'aimerais bien que mon fils puisse aussi les lire, donc il est fort probable que j'achète finalement toute la saga et que vous en entendiez parler prochainement. On passe au deuxième menu qui s'intitule Froid polaire. La première sous-catégorie de ce menu s'appelle Stalactite ensanglantée et les mots-clés étaient thriller, policier, cosy ou murder mystery, peur, frisson. Pour cette sous-catégorie, j'ai lu une trilogie de BD que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai empruntée aussi dans la médiathèque de ma ville. Je vous mettrai une petite photo là. Il s'agit de Dans les yeux de Lia, illustré et écrit par Justine Kuna et Carbone et publié aux éditions Dupuis. Dans cette trilogie, on va suivre Lia, qui est une jeune fille en fauteuil roulant, suite à un accident où elle s'est fait renverser par un chauffard alors qu'elle était à vélo, et ce chauffard l'a laissée pour morte dans le caniveau. Elle apprendra par les médecins que si elle avait été secourue à temps, elle aurait certainement récupéré l'usage de ses jambes. Mais comme ce chauffard l'a laissée dans le caniveau et qu'elle a été trouvée bien plus tard, eh bien elle se retrouve en fauteuil roulant. Lia, elle apprend également que ses parents ont reçu une énorme somme d'argent pour retirer leur plainte et pour ne jamais connaître le nom du chauffard qui a renversé leur fille. Pour Lia, c'est inadmissible. Elle se met donc en quête de justice et se fait embaucher dans le cabinet d'avocats qui a défendu le chauffard dans le cadre d'un stage où elle espère pouvoir découvrir le nom de la personne qui l'a renversé et peut-être pouvoir rendre justice. Alors c'est une proposition que j'ai beaucoup appréciée, je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est un thriller young adulte qui est vraiment haletant. On est sur une quête de justice et Lia, notre héroïne, elle est vraiment combative, elle est vraiment déterminée à faire justice.
Elle va croiser sur sa route des personnes qui vont l'aider dans ce projet-là. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des beaux messages à la fois sur le handicap, à la fois sur l'amitié, à la fois sur la justice. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle proposition pour les adolescents. La sous-catégorie suivante s'intitule Marcher dans la neige et les mots-clés étaient Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Pour cette sous-catégorie, j'ai lu La Petite Chartreuse de Pierre Péju, publiée ici aux éditions Folio. Alors je vous avoue que je suis assez mitigée sur cette lecture, je lui ai mis la note de 4 sur 5. On va y suivre un libraire, Étienne Vollard, qui, par un jour de pluie, percute une petite fille avec sa camionnette. Alors cette petite fille, elle se retrouve dans le coma et Étienne Vollard, il est complètement bouleversé par cet accident. Il va découvrir également que la maman de cette petite fille est très fuyante, n'assume pas vraiment sa maternité. Alors il se retrouve un petit peu avec un rôle de père d'emprunt. Et puis la petite fille se réveille et elle a complètement perdu l'usage de la parole. Voilà, c'est un peu l'histoire de ces trois solitudes qui viennent se percuter. Et c'est une histoire qui est très belle, très triste, servie par une plume qui est extrêmement poétique. Et je pense que c'est peut-être là mon problème, c'est que la plume est parfois tellement alambiquée, tellement travaillée que finalement elle dessert un petit peu l'histoire. On a un narrateur qui se perd un petit peu parfois dans ses réflexions, dans ses souvenirs, notamment quand il évoque la jeunesse d'Étienne Vollard, et ça nous sort un petit peu de l'histoire finalement. On assiste au destin croisé de trois âmes esselées qui vont rentrer en collision, et la tragédie qui les affecte ne permettra pas de les reconstruire comme on pourrait l'espérer. Le destin de cette petite fille m'a particulièrement bouleversée. Elle ne reçoit ni l'attention ni l'amour de la seule personne qui pourrait la sauver, et ça m'a rendue extrêmement triste et aussi extrêmement en colère. Ce texte, c'est aussi une ode à la littérature, il y a une quantité de citations, et c'est aussi une ode au lecteur et à la fascination qu'il exerce sur celui qui le contemple. Comme si la lecture ouvrait la porte à un monde inaccessible, dont seul celui qui prend la peine de la pousser peut le découvrir. Voilà, comme je le disais, c'est une histoire qui est quand même très touchante, bouleversante, mais qui perd parfois un petit peu de son intensité à cause de cette plume un peu trop alambiquée. La sous-catégorie suivante s'intitule The Wild Hunt et les mots-clés étaient prophétie, destinée, chasse, quête, chute. Pour cette sous-catégorie, j'ai lu le tome 4 de Brume de Jérôme Pellissier et Karine Inder, publié ici chez Glénat. Alors j'adore toute cette saga, vous le savez si vous avez vu mon premier vlog là encore, puisque c'est dans ce vlog que j'ai lu ce tome-là. Je lui ai mis également la note de 5, comme à tous les autres tomes de la saga. On va donc y suivre Brume, qui est une petite orpheline qui a été recueillie dans la forêt par un bûcheron et qui se prend pour une sorcière. Brume, c'est une petite fille malicieuse avec un ego surdimensionné qui se met toujours dans des situations pas possibles. Elle a donc son meilleur ami Hugo qu'elle entraîne toujours dans ses aventures et puis son petit cochon Hubert qui est le narrateur de l'histoire et qui supervise un petit peu ce trio et qui amène un regard un peu plus responsable, et c'est souvent lui qui les sort d'ailleurs de leur situation dans lesquelles ils sont complètement embourbés. Et malgré ça, Brume, elle s'accorde toujours le mérite de la victoire, alors qu'elle ne s'est même pas rendue compte que c'était Hubert qui les avait sauvés. Je passe toujours un excellent moment et je recommande vivement cette saga de BD jeunesse. La sous-catégorie suivante s'appelle Let It Snow. Il fallait lire un livre dont le titre contient un mot hivernal tel que flocon, froid, neige. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi L'effet boule de neige de Clara Hérault, publié ici aux éditions Hachette dans cette superbe édition collector. J'ai beaucoup aimé cette romance, je lui ai mis la note de 5 sur 5, ça a été un coup de cœur pour moi. On va y suivre Iris, qui est amoureuse de Charles depuis toujours. Charles, c'est son meilleur ami, il est parti étudier à l'étranger, aux États-Unis. Et alors qu'il revient pour les vacances de Noël, il ne revient pas seul puisqu'il arrive avec une petite amie. Iris est bien sûr dévastée et avec la complicité de sa meilleure amie, elle va mettre en place un stratagème pour faire croire à Charles qu'elle est en couple avec Alex, le frère de Charles. On est sur une romance de Noël très mignonne avec une troupe de fake dating que moi j'aime particulièrement. J'ai trouvé que Clara Hérault menait extrêmement bien ce sujet-là. Elle utilise beaucoup de dérision pour parler de la romance et pour parler notamment de la troupe du fake dating. Elle fait notamment référence à d'autres romances cultes du genre et j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant. On est sur une romance young adulte, donc on n'a pas de scène de smut et malgré ça, j'ai trouvé que les personnages étaient matures pour leur âge et attachants.
Le récit est prenant, on se prend au jeu et comme on adore ces personnages, on a très envie de les voir se rapprocher. On échappe aussi à la crise des 80%, justement grâce à la dérision que met Clara Héro dans cette romance. Et ça fait vraiment du bien, comme je le disais, c'est vraiment rafraîchissant parce qu'on n'est pas sur une romance classique, on casse un petit peu les codes du genre et c'est vraiment sympa. J'ai été émue, attendrie, je me suis réjouie, pour moi c'était la parfaite romance de Noël. J'ai hâte de découvrir d'autres titres de Clara Héro et de lire également la version graphique de ce roman-là. Le menu suivant s'appelle Féerie des fêtes et la première sous-catégorie s'appelle S'embrasser sous le gui. Elle avait pour mots-clés romance de Noël ou pas, drame romantique, poison, manoir, gothique. Et pour cette sous-catégorie, j'ai lu mon plus gros coup de cœur de tout ce challenge qui n'est autre que Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, publié ici aux éditions Gallmeister. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Ça a été ma lecture la plus profonde de ce début d'année. Alors pour moi, le héros principal de cette histoire, c'est Heathcliff, qui est un jeune orphelin qui est recueilli par une famille plutôt aisée, et là où ça devrait être une opportunité pour lui, finalement ça se révèle être un véritable calvaire, puisque Heathcliff est malmené par le frère aîné, et puis la sœur cadette, qui est sa complice de toujours, son âme sœur même, lui tourne le dos pour se marier avec un homme de sa condition. À partir de ce moment-là, Heathcliff n'a qu'une idée en tête, assouvir sa vengeance, changer de condition et d'une certaine manière récupérer ce qui lui est dû. Comme je le disais, c'est une œuvre extrêmement profonde, complexe, sombre aussi, que j'ai vraiment adorée. Alors je ne l'ai pas adorée sur le moment et c'est ça qui est assez paradoxal. On va dire que j'étais vraiment prise avec ces personnages, j'étais prise à Hurlevent. On a une ambiance qui voilà, vraiment nous enveloppe dans la noirceur quand même, parce que Heathcliff c'est un personnage qui est quand même très noir, très cruel, et en tout cas qui devient très cruel tout au long de cette histoire et de plus en plus cruel. Mais je me suis rendu compte, surtout après, à quel point cette lecture m'avait marquée, parce que encore une semaine plus tard, j'étais toujours à Hurlevent, j'étais toujours avec ces personnages, et si vous avez suivi d'ailleurs mon vlog, j'ai lu Sorcery of Thorn juste après, et j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans, et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé que les personnages manquaient de relief, parce que quand on a des personnages qui sont aussi complexes que dans Les Hauts de Hurlevent, et une intrigue qui est aussi complexe, c'est très difficile de repasser derrière sur quelque chose de plus léger. Je pense qu'on pourrait parler des heures de cette œuvre. Moi, je ne suis pas là pour faire une analyse de texte, je voudrais vraiment vous donner mon ressenti, et peut-être vous donner envie de découvrir ce classique-là. Si vous avez vu le film, sachez que c'est bien plus profond que ce qu'on montre dans le film. L'histoire est beaucoup plus longue, l'histoire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante aussi. Il n'y est pas question que d'une histoire d'amour, même si cette histoire d'amour, elle existe à l'intérieur du récit. La complexité des personnages est bien plus profonde que ça. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que on plongeait dans une abîme de noirceur et de cruauté qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est aussi le témoin d'une époque. Pour moi c'est un classique vraiment à lire. Je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, et en même temps je suis contente d'avoir attendu, parce que je pense qu'aujourd'hui j'avais la maturité nécessaire pour pouvoir le lire. Vraiment, si je m'écoutais, je pense que je le relirais encore aujourd'hui, tant il m'habite encore. C'est une œuvre que je ne suis pas prête d'oublier et que je pense que je vais relire au fur et à mesure des années, parce que c'est une œuvre qui est vraiment marquante pour moi. La sous-catégorie suivante s'appelle Histoire de fantômes sous le sapin, et les mots-clés sont fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage, multigénérationnel. Et autant vous dire qu'avec cette sous-catégorie, on passe de mon plus gros coup de cœur de ce challenge à ma plus grosse déception, et qui n'est autre que L'Esprit de Noël de Becca Borison, publié ici aux éditions E&H, qui est une filiale, je crois, d'une groupe HarperCollins. Alors ce texte, il avait tout pour me plaire. On est sur une espèce de réécriture de l'œuvre de Dickens, Un chant de Noël. Je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler. Le personnage de Scrooge avec les fantômes des Noëls passés, présents et à venir. Et l'autrice a repris ce thème pour le transformer en une romance de Noël. Donc on a ce personnage qui est Nolan, qui vient visiter une jeune femme qui s'appelle Harriet, et il se présente à elle comme étant l'esprit des Noëls passés, et il vient lui demander un petit peu des comptes pour son comportement passé.
Et puis cette jeune Harriet, elle ne comprend pas très bien ce qu'il lui veut, puisqu'elle a l'air extrêmement gentille, elle a l'air de n'avoir jamais fait de mal à personne, donc on ne comprend pas trop ce qu'il lui veut. Et donc va commencer entre ces personnages une espèce de dynamique où on va essayer de revenir dans le passé et de comprendre ce qu'elle aurait pu faire de mal, effectivement. Et entre ces deux personnages va naître assez rapidement une attirance, une romance, et on se demande un petit peu comment ils vont réussir à se sortir de cette situation-là. Alors comme je le disais, cette romance, elle avait tout pour me plaire. Moi j'adore ce conte de Dickens avec l'esprit des Noëls passés, présents et à venir. Sauf que là, notre petite Harriet, effectivement, elle n'a rien fait de mal, on ne comprend pas trop ce qui lui tombe dessus, elle est toute mignonne, toute solaire, et puis on a ce personnage de Nolan qui est hyper grumpy. Donc ils partent dans le passé à la recherche des fautes qu'aurait pu commettre Harriet, mais en fait ils ne trouvent rien, puisque comme je le disais, cette petite Harriet, elle est toute mignonne, et je m'attendais justement à ce que ça donne lieu à des situations plutôt drôles, cocasses, etc. Et en fait, au bout d'un quart du livre, finalement, la romance prend totalement le pas sur l'intrigue initiale, c'est-à-dire qu'on passe d'une intrigue à tout d'un coup une situation de romance, mais c'est à mon sens assez mal amené, c'est-à-dire que ces personnages n'étaient pas forcément proches, et puis d'un coup on ne sait pas pourquoi, ils ont une attirance irrésistible l'un envers l'autre. Donc ça déjà j'ai trouvé que c'était pas très bien amené. Et puis j'ai trouvé les personnages un petit peu caricaturaux, Harriet qui se balade avec les poches pleines de sucre d'orge pour calmer ses émotions. Voilà, ça m'a pas trop convaincue. J'ai trouvé que les scènes spicy, il y en a beaucoup, étaient assez malaisantes. En tout cas, il n'y avait rien de grave, mais pour moi, le personnage de Nolan est un peu un red flag, et ça se ressent même dans les scènes spicy, donc j'ai pas du tout passé un bon moment à ce niveau-là. Je vous avouerai même que j'ai terminé ma lecture parce que je voulais voir comment l'autrice allait se dépêtrer de la situation dans laquelle elle s'était mise. Parce que donc on a ces deux personnages qui tombent amoureux, qui vivent une romance, qui ont des rapports, etc. Et qui ne se voient pas vivre l'un sans l'autre. Pourtant, Nolan est mort depuis des dizaines d'années et est un esprit des Noëls passés. Donc j'avais du mal à comprendre comment elle allait réussir à se sortir de ce mauvais pas-là et à pouvoir les réunir et finir avec un happy end. Donc voilà, j'ai fini la romance pour avoir le fin mot de cette histoire, mais je vous avoue que je n'ai pas du tout été convaincue. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. Vraiment, je l'ai gardé pour vous le présenter là, mais ça n'a pas du tout été un bon moment de lecture pour moi. La sous-catégorie suivante était Au coin du feu, et il s'agissait de lire un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et pour cette sous-catégorie, j'ai lu La ferme des sapins de Noël, qui est le tome 3 de la saga Dream Arbor de Laurie Gilmore et qui est publié aux éditions E&H là encore. Alors vraiment pour moi cette saga c'est mon plaisir coupable, je l'adore. J'ai mis la note de 5 étoiles à ce tome-ci, j'avais mis également la note de 5 étoiles au premier et j'avais été un petit peu plus sévère sur le deuxième parce qu'il m'avait un tout petit peu moins convaincue. On est sur une saga small town, donc on a des personnages un petit peu récurrents et des couples qui se forment avec des personnages que l'on a l'habitude de voir dans la saga. Je sais que c'est une saga qui divise un petit peu parce que clairement l'intrigue et l'écriture, ça ne casse pas quatre pattes à un canard. On est sur une ambiance, je dirais, téléfilm de TF1 ou M6 de l'après-midi. Mais moi j'aime beaucoup, voilà, c'est comme je le disais un petit plaisir coupable. Je n'ai jamais le temps de regarder ces téléfilms et pourtant je trouve ça hyper sympa. On finit toujours avec le sourire aux lèvres, parfois on lève les yeux au ciel parce que c'est un petit peu trop gros, les ficelles sont un petit peu trop grosses, mais en tout cas j'aime beaucoup, enfin moi ça me plaît beaucoup ce genre de téléfilm et je suis très contente de les retrouver en livre avec cette saga-là. Surtout que la plume de Laurie Gilmore est vraiment addictive. Je ne sais pas comment elle se débrouille, mais voilà, quand on met le nez dedans, on lit, on lit, on lit et on ne s'arrête pas et c'est très sympa. Celui-là, il a vraiment tout du téléfilm de Noël. L'ambiance y est, on retrouve le marché de Noël, on retrouve l'illumination du sapin, la ferme au sapin de Noël, on retrouve la tempête de neige, le feu dans la cheminée, etc.
On va y suivre donc une jeune femme, Kira North, qui a acheté une ferme de sapins de Noël, alors qu'elle déteste Noël. Elle espérait en faire quelque chose, mais finalement, elle se retrouve donc à cultiver des sapins de Noël en cette période de fête. Et elle va rencontrer un petit peu par hasard Bennett, qui a fui la ville, et son irrépressible besoin de tout réparer, qui l'entraîne toujours dans des situations avec les femmes où finalement elle se fait un petit peu mener par le bout du nez. Voilà, comme je vous le disais, on ne révolutionne pas le genre, les personnages sont attachants, ils ont tous plus ou moins un passé douloureux, quelques casseroles, mais je dirais comme tout le monde, ce ne sont pas des personnages qui sont torturés. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on peut un petit peu se reconnaître en chacun de ces personnages. On a toujours une petite énigme en toile de fond de ces romans aussi, qui rajoute voilà, un petit côté rafraîchissant en plus de la romance. Il y a quand même pas mal de scènes de smut, sachez-le, il faut aimer ça parce que voilà, quand la romance se met en place, on en a une quasiment toutes les 2 pages, donc moi c'est pas quelque chose qui me dérange, ça, voilà, ça fait partie du jeu de ces romances-là, mais sachez-le quand même. Et puis pour ce tome-là en particulier, comme je le disais, on est vraiment sur le téléfilm de Noël, la fin est extrêmement mignonne. Pour moi c'est une saga que je vais continuer à suivre et à lire à chaque tome qui sortira. Et on arrive à la dernière sous-catégorie qui s'appelle Deck the Halls, où il fallait lire un livre avec une couverture rouge ou verte. Alors là encore, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession, je vais vous mettre la couverture juste là. On est sur La librairie ambulante de Christopher Morley qui est publié aux éditions 10-18. C'est un livre qui m'avait gentiment été prêté par une de mes collègues de travail, qui si elle passe par là, je lui fais un gros bisou et je la remercie encore pour cette belle découverte. Donc c'est un texte qui est assez ancien, qui se passe en 1907 en Nouvelle-Angleterre. On va y suivre Hélène McGill qui tient une ferme avec son frère. Sauf que son frère, il s'est découvert une passion pour l'écriture et il est devenu un écrivain à succès et elle se retrouve un petit peu toute seule à gérer cette ferme. Elle en a un petit peu marre parce qu'elle fait tout, elle fait à la fois la cuisine et des bons petits plats pour satisfaire son frère, mais également voilà les lessives, etc. Et puis va débarquer un libraire ambulant avec sa roulotte et ses livres à l'intérieur et il veut vendre sa librairie au frère d'Hélène. Mais Hélène, elle ne l'entend pas de cette oreille, déjà qu'elle se retrouve livrée à elle-même. Alors là, si son frère, qui est déjà assez fantasque comme ça, se retrouve à acheter une librairie ambulante, elle n'est pas sortie de l'auberge. Du coup, elle décide, avec ses économies, d'acheter la librairie ambulante et de partir sur les routes. Et c'est donc cette petite aventure que l'on va suivre d'Hélène sur les routes avec Roger à qui elle a racheté la librairie ambulante. C'est un roman qui est très court, qui réchauffe le cœur, qui moi m'a enveloppée de joie et de douceur. Je suis ressortie de cette lecture avec vraiment le sourire aux lèvres. C'est aussi un hommage aux livres et aux passionnés de lecture, puisqu'il y a de nombreuses références que je vous avoue, je n'ai pas toutes reconnues parce qu'on parle d'auteurs américains classiques, très anciens, qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître en France. Et puis c'est aussi un appel à la liberté, à l'émancipation, puisque Hélène, en partant sur les routes, elle découvre voilà, le goût de la liberté, elle remet sa vie en question, elle se rend compte bien que finalement elle a encore plein de choses à vivre, plein de choses à découvrir, et elle prend goût effectivement à cette liberté et à cette émancipation. Et puis voilà, ces 2 petits personnages, ils vivent plein d'aventures, ils sont hyper attendrissants. J'ai vraiment passé un très très bon moment et je lui ai mis la note de 4/5. Voilà, on a fait le tour de mes lectures du Cold Winter Challenge. J'espère que ce bilan vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, venez échanger avec moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. J'ai hâte de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo puisque une saison s'achève, une autre commence, donc il y aura une pile à lire saisonnière pour le printemps. J'ai très hâte de vous la partager, de faire de nouvelles découvertes et de vous les partager ensuite sur la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!